Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Alors, je vais commencer ce direct d'ici 5 minutes. Donc, vous aurez l'opportunité de le suivre en différé, car je ne vais pas attendre que des gens se connectent. Je ne suis pas à la recherche des partages. Je ne suis pas à la recherche du nombre. Je veux tout simplement transmettre. Donc, je vais commencer le direct d'ici 5 minutes. Alors, bien évidemment, je vais parler de la culture, de la tradition, qui est en fait une richesse immatérielle qui peut être transformée en richesse matérielle pour un développement économique. Donc, je vais montrer les exemples des pays qui ont connu un essor économique en se basant uniquement sur leur culture, sur leur tradition, que nous aujourd'hui, nous avions abandonné. Donc, ça sera le thème de ce direct. Je vais commencer d'ici 5 minutes, que les gens soient connectés ou pas. Donc, vous aurez l'opportunité de suivre le direct en différé. Alors, pour ceux qui sont déjà connectés, je vous prie de bien vouloir me signaler si je me fais entendre parfaitement, si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Je vois quelqu'un qui est connecté. Merci d'être là. Donc, je vais commencer d'ici 4 minutes. Alors, je vais bien évidemment parler de la culture, de la tradition, qui est une richesse immatérielle que nous pouvons transformer en richesse matérielle pour un développement économique. Et je vais montrer des exemples des pays. Alors, Benjamin, merci infiniment de me signaler que le son est bon. Et je vais montrer des exemples des pays qui ont connu un essor économique en se basant uniquement sur leur culture, sur leur tradition, sur leur spiritualité que nous, aujourd'hui, nous avons rejetée. Parce que nous pouvons transformer la culture, bien qu'elle soit une richesse immatérielle, mais on peut convertir cette richesse-là de façon matérielle. On peut matérialiser cette richesse-là pour un essor économique. Donc, je vais commencer le direct. Donc, je vais entamer le thème d'aujourd'hui. Une fois de plus, merci pour tous ceux qui sont connectés. Alors, hier, j'ai fait un direct dans lequel j'ai montré certains passages bibliques qui font référence à la grotte sacrée, à la montagne de Dieu, Ngor-le-Touba au Cameroun.
c'était tout simplement des morceaux choisis de mon 3e ouvrage à venir, qui sort très bientôt. Et l'objectif de 10 ouvrages, c'est d'expliquer et de comprendre pourquoi l'Église catholique romaine s'obstine à rester à la grotte sacrée Ngor le Touba. Et pour comprendre cela, nous devons visiter la Bible et montrer qu'en réalité, cette Bible-ci fait tout simplement référence à la grotte sacrée et que le Dieu qui est vénéré dans cette Bible-là, c'est tout simplement Ngor le Touba, la montagne des dieux, le rocher percé au Cameroun. Alors, hier dans ce direct, j'ai cité un verset biblique très important qui fait référence, ce verset biblique fait référence au thème d'aujourd'hui. Précisément, c'était Deutéronome chapitre 32, verset 18. Deutéronome chapitre 32, verset 18. Alors, il est dit, je cite, « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » Fin de citation. Donc ce que je viens de lire là, je tire ça de la Bible. Alors, et ce rocher dont la Bible fait référence, c'est tout simplement Ngor le Touba au Cameroun. Je l'ai expliqué hier et même dans les conférences vidéo directes précédentes. Alors, le rocher qui nous a fait naître, c'est Ngor le Touba. Car sans ce rocher-là, nous ne serions pas là aujourd'hui. Le peuple Ngor le Toubayen sûrement n'existerait pas. Car d'après la mythologie Ngor le Toubayenne, nos ancêtres ont pris refuge, se sont réfugiés dans ce rocher-là parce qu'ils étaient poursuivis. Ils étaient poursuivis, alors ils se sont réfugiés dans ce rocher. Dans ce rocher. Alors, et lorsque les poursuivants sont arrivés, l'entrée du rocher de la grotte sacrée était couverte d'une toile d'araignée. Alors les poursuivants se sont dit, s'il y avait des gens à l'intérieur de cette grotte-là, il n'y aurait pas eu la toile d'araignée. C'est donc pourquoi un fils de la grotte sacrée ne tue pas l'araignée. Donc c'est ce rocher qui a sauvé la vie à nos ancêtres. Étant donné que nous sommes les descendants de nos ancêtres, nous devons donc notre vie à ce rocher. C'est ce rocher qui nous a fait naître. Alors, il y a un autre passage dans la Bible. Il y a un autre prophète dans la Bible. Lorsqu'il fuyait son frère, où est-ce qu'il s'est réfugié? Dans un rocher, dans une grotte. Mais ça sera le débat d'un autre jour. Donc, attendez le livre sort d'ici quelques mois. Le livre sort d'ici quelques mois. Donc, c'est ce rocher donc, et la Bible dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Ce Dieu qui nous a engendrés, c'est le rocher. C'est le rocher. Et il est dit dans Psaume 18, verset 31. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher? Donc c'est bien dit ici que Dieu c'est le rocher. Noir sur blanc dans votre Bible. Que Dieu ici c'est le rocher. Dieu c'est Ngor le Touba.
Nous avons donc abandonné notre rocher, qui est notre culture, notre tradition, notre spiritualité. Nous avons abandonné. Donc, et la culture n'est pas seulement une richesse immatérielle, mais c'est une richesse que nous pouvons convertir, que nous pouvons matérialiser pour un essor économique. Et c'est donc ça le thème de ce direct. Que nous pouvons nous baser, nous pouvons convertir notre culture afin de développer économiquement notre pays, le continent. Il y a tellement de cultures au Cameroun, tellement. Alors, je veux prendre des exemples de plusieurs pays qui se sont développés juste en se basant de leur culture, de leur spiritualité. Ils ont eu la sagesse de matérialiser. Ils ont capitalisé sur leur spiritualité afin d'atteindre l'émergence économique. Est-ce que vous savez que c'est l'industrie de la culture Hollywood aux États-Unis. C'est une industrie de la culture cinématographique. Et c'est le plus grand exportateur. C'est l'industrie qui exporte le plus aux États-Unis. Des milliards et des milliards, des centaines de milliards de dollars par an. Donc l'argent que Hollywood fait entrer aux États-Unis, c'est plus, donc ça dépasse même le revenu de la vente des armes. Oui. Et je l'ai dit dans cet ouvrage dont je suis l'auteur. Donc Hollywood aux États-Unis est l'industrie qui exporte plus. Donc, les revenus tirés de Hollywood sont supérieurs aux revenus de la vente des armes. Et Hollywood, c'est quoi? C'est la culture. Les Américains vendent leur culture. Les Américains vendent leur culture. Et la tradition, notre mbok, notre rocher, c'est une culture. La Mecque se fait des milliards de dollars par an. Juste pour aller, chaque année, les gens vont en pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce que vous croyez? Alors, moi, j'ai eu la chance de séjourner en Thaïlande. J'ai fait 6 mois dans un hôtel en Thaïlande. J'ai fait 6 mois. Et la Thaïlande est le pays le plus touristique au monde. Pour ceux qui ne le savent pas, la Thaïlande, c'est le pays le plus touristique au monde. Ils ont 14 millions de touristes par an. La Thaïlande, 14 millions de touristes. Et ils n'ont pas des richesses diversifiées comme nos pays d'Afrique. Alors, c'est quoi? Alors, où est-ce que la Thaïlande tire ses revenus? La Thaïlande tire ses revenus uniquement de 3 industries. Il y a d'abord l'exportation du riz. Je pense qu'ils sont le plus grand exportateur de riz au monde. Vous avez l'EVA et vous avez le tourisme. Vous avez l'EVA, le riz et le tourisme. Voici où la Thaïlande tire ses revenus. Et la Thaïlande, c'est un pays super développé. Donc, je ne crois pas ce que j'ai vu en Thaïlande. Je ne crois pas mes yeux. Et la Thaïlande, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 2e pays le plus embouteillé au monde. Bangkok, qui est la capitale, est la 2e ville la plus embouteillée au monde.
Non, afin de lutter contre les embouteillages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des sky roads. Comment ça se dit en français, les sky roads? En fait, ce sont des voies aériennes. Ou en fait, donc vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des routes en étages. Au moins 5-6 étages. Lorsque vous soulevez la tête vers le ciel, vous allez voir des voitures qui circulent en haut. Ce sont des routes en étage en fait. Vous devez comprendre le niveau de développement qu'il y a en Thaïlande. Mais ils tirent leurs ressources, leurs revenus du tourisme. Et la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui amène les gens en Thaïlande? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui amène les gens en Thaïlande? Moi j'ai fait 6 mois dans ce pays. Qu'est-ce qui amène les gens en Thaïlande? Les gens partent voir les temples bouddhistes. C'est un pays bouddhiste. La Thaïlande comme l'Éthiopie, ce sont des pays qui n'ont pas été colonisés. Les gens partent voir les temples bouddhistes. Et lorsque vous visitez ces temples-là, vous payez. Vous aimerez que un moine vous blesse, vous payez. Alors, il y a certains temples qui ont été construits au sommet des montagnes. Sommet des montagnes. Donc, on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont pu construire tout un temple au sommet d'une montagne? C'est comme si vous avez le mont Cameroun et on construit un temple au sommet du mont Cameroun. Alors, il y a des escaliers. Pour arriver au sommet, au temple, en grimpant les escaliers, ça peut prendre 1h30, 2 heures, juste pour arriver au sommet. Donc, vous voyez comment les gens aiment leur culture. Alors, et vous payez pour aller voir tout ça. Il y a certains moines bouddhistes qui ont été momifiés. Donc, leur corps a été momifié. Si vous aimeriez voir le corps de ce moine-là, vous payez. C'est comme ça que la Thaïlande est devenue du bouddhisme, de sa spiritualité. Et je vous dis maintenant, vous voyez comment les Africains fuient, les sans-papiers en Europe fuient la police en Europe, les Africains qui sont sans-papiers, comment ces Africains-là fuient la police en Europe, aux États-Unis. C'est comme ça que les Blancs fuient. C'est comme ça que les Blancs fuient la police en Thaïlande. Moi, j'ai fait 6 mois à l'hôtel. Chaque semaine, les policiers entraient pour contrôler les papiers. Et qu'est-ce qu'on fait? Le propriétaire de l'hôtel, c'était un juif. Donc, il avait créé des relations avec certains policiers. Donc, il est payé constamment. Et avant que les policiers les débarquent, alors, lui, il est informé. Et il dit à tous ces Blancs qui sont là, gars, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, donc, fuyez. La police arrive. Donc, vous voyez que les Blancs n'aimeraient pas quitter la Thaïlande parce que le pays est beau. Le pays est beau. Et vous ne pouvez que renouveler votre visa 2 fois. Premier visa, c'est 3 mois touriste. Deuxième visa, vous renouvelez. Après, vous devez ressortir pour entrer parce qu'ils se font de l'argent à partir du tourisme. Vous ne pouvez pas renouveler votre visa à plus de 2 fois autant sur le sol thaïlandais. Vous devez sortir quand vous devez payer un billet d'avion. Les compagnies aériennes doivent se faire de l'argent. Et il y a des Blancs qui sont là depuis des années. Ils sont sans papier. Et lorsque la police t'arrête, tu vas en prison. Tu vas en prison et tu paies les amendes. Chaque mois que tu as passé en Thaïlande sans papier, il y a les amendes. Et lorsque vous êtes par exemple à la capitale, à Bangkok, la seule chose qui va te faire croire que non, tu es en Asie, tu es en Thaïlande, c'est seulement les temples bouddhistes et les moines. Parce qu'il y a tellement de Blancs dans ce pays. Dans cette ville, il y a tellement de Blancs. Je pense même qu'il y a plus de Blancs en Thaïlande que dans certains pays scandinaves. Et comme Danemark, Suède, il y a 1 million et demi d'habitants. Donc vous voyez comment le pays est beau. Les Blancs fuient la police. Ce sont les réalités qu'on ne vous dit pas. Tu es un Blanc, un Américain, un Français, il voit le policier se met à courir. Il n'a pas les papiers, il est en Thaïlande. Le pays est beau. La vie, c'est 24 heures sur 24. Donc,
Et les gars se basent sur quoi? C'est sur leur spiritualité, le bouddhisme. Les gens partent voir les temples bouddhistes en Thaïlande. Les temples bouddhistes sont tellement jolis. Tu entres dans un temple, comme tu restes la bouche ouverte. Et c'est la culture. La Thaïlande a su vendre sa culture. La Thaïlande a su vendre le bouddhisme. Ils ont 14 millions de touristes par an. Le pays le plus visité. Le pays le plus touristique au monde. Ils tirent leur revenu du tourisme. Et leur tourisme, c'est vendre. Leur tourisme est basé sur leur culture. Actuellement, maintenant, je suis aux Philippines. Mais lorsque je compare les deux pays, les Philippines, ils ont un potentiel touristique plus grand que la Thaïlande, mais ils n'arrivent même pas à faire même le 1 millième de ce que la Thaïlande fait en termes de revenus touristiques. Parce que les Philippines, c'est quoi? C'est un ensemble d'îles que le roi d'Espagne a réuni ensemble. Le roi Philippe. C'est pourquoi ça s'appelle Philippines. Donc, c'est plus de 9000 îles. Plus de 9000 îles. Donc, il y a des plages partout. Donc c'est un pays qui est censé être vraiment très très beau. Parce qu'il y a les plages partout. Ce sont les 9000 îles réunies qui forment un pays. Même jusque-là, ils n'arrivent pas à faire ce que la Thaïlande fait en termes de tourisme. Parce que la Thaïlande s'est basée sur sa spiritualité, sur sa culture. Et c'est cette culture que nous rejetons. Donc, on peut aussi, il y a tellement de culture au Cameroun. On peut aussi capitaliser notre spiritualité, notre culture, pour atteindre l'émergence économique. Et c'est ça le thème de ce direct. Il faut capitaliser sur la culture. Il faut capitaliser sur la culture pour atteindre l'émergence économique. Ok, alors, et donc il faut donc reconstruire. Donc, il faut donc maintenant reconstruire le Mbok pour que le Mbok ait d'abord, c'est-à-dire la tradition, pour que le Mbok ait d'abord une dimension philosophique. Parce que chaque mouvement spirituel a deux dimensions. Une dimension ésotérique qui est réservée aux initiés et une dimension philosophique qui est réservée aux profanes. Lorsque vous allez à l'église chaque dimanche, vous partez écouter les enseignements philosophiques. C'est la dimension philosophique et non ésotérique. Alors, et la dimension philosophique, elle est très 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 importante parce que c'est elle qui va vous permettre de bâtir des temples, des églises, des lieux d'enseignement qui vont attirer. Alors, et qu'est-ce qui s'est fait? C'est que à cause de la colonisation, le Mbok a perdu sa dimension philosophique. À cause de la colonisation, le Mbok a perdu sa dimension philosophique. Parce qu'il faut le dire, les Mbok étaient pourchassés pendant la colonisation. Donc, on ne pouvait plus transmettre la connaissance, la philosophie du Mbok librement. Donc, le Mbok a donc préservé une seule dimension qui est ésotérique. Et la dimension ésotérique ne peut pas conduire l'essor économique lorsqu'il s'agit de la culture. La dimension ésotérique ne peut pas donc conduire l'essor économique. Car c'est la dimension philosophique. Car c'est sur cette dimension que les temples seront construits, que les lieux d'enseignement seront construits. Mais l'Afrique n'est pas le seul continent où nos pays africains ne sont pas les seuls pays à avoir vécu la colonisation. Nous avons vu la Chine, où même la Chine, où des milliers de temples bouddhistes avaient été détruits en Chine par les Chinois eux-mêmes. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que les moines bouddhistes,
les moines bouddhistes ne travaillent pas. Ils ne sont pas censés travailler. Ils sont censés rester dans leur temple, prier, méditer. Et la population les apporte de quoi manger. Alors, et les empereurs chinois ont su que cette partie-là n'était pas favorable à l'essor économique parce qu'il fallait que les gens travaillent. Il fallait que les gens travaillent. Parce que si toute la société devenait bouddhiste, devenait des moines, alors il n'y aura plus un développement économique. Alors, les empereurs chinois ont donc commencé à détruire les temples bouddhistes et à persécuter les bouddhistes. Donc, des milliers et des milliers de temples bouddhistes ont été détruits en Chine. Alors, donc, comme notre tradition en Afrique, le bouddhisme en Chine a pris uniquement la dimension ésotérique. Mais contrairement à nos traditions africaines, les bouddhistes en Chine ont eu la capacité de remettre la partie philosophique du bouddhisme à la disposition de la masse. Et c'est ce qui nous manque. Parce que tant que nous ne mettons pas en place la philosophie traditionnelle à la portée de tous, tant que nous ne baptisons pas des lieux d'enseignement de la tradition, la tradition va rester uniquement ésotérique. Et il y a un proverbe qui dit: là où la connaissance est libre, mon cœur y va sans crainte. Là où la connaissance est libre, mon cœur y va sans crainte. Ésotérique veut dire quoi? C'est dire quelque chose qui est caché, qui est réservé aux initiés, dont la connaissance n'est pas libre. Et tant que la connaissance n'est pas libre, les Africains auront peur de leur tradition. Ça, c'est deux. Les Africains auront peur de leur tradition parce que leur tradition n'ont pas une dimension philosophique accessible par tous. Donc, il faudrait même d'abord, pour que les Africains d'abord eux-mêmes, avant même de parler d'un essor économique, avant de parler de l'essor économique à travers la culture, il faudrait d'abord que les Africains d'abord puissent renouer avec leur tradition. Il faudrait donc remettre en place la dimension philosophique du mbok, de la tradition. Parce que lorsqu'un chrétien s'en va le dimanche, il va écouter les enseignements. Lorsqu'un musulman va le vendredi à la Mecque, il va écouter les enseignements. Et ça, c'est la dimension philosophique. Alors l'Africain qui suit la tradition de ses ancêtres, lui va aller où et quand écouter quoi? Lui va aller où et quand et écouter quoi? Donc, il faut donc construire cette dimension philosophique de la tradition. Nous devons bâtir cette dimension philosophique. Mettre en place des centres d'enseignement. Et c'est ça qui va non seulement attirer les Africains, qui va permettre aux Africains de renouer avec leur tradition, et deuxièmement, construire un pays prospère économiquement. Car je vous ai dit, sans notre culture, il ne peut pas y avoir, sans notre tradition, il ne peut pas y avoir un essor économique possible. La Thaïlande, premier pays touristique au monde, 14 millions de touristes par an. Qu'est-ce que les gens partent voir en Thaïlande? C'est leur culture. Les gens partent visiter les temples bouddhistes. J'ai fait 6 mois dans ce pays. C'est les temples bouddhistes et vous payez. Les Américains, qu'est-ce qu'ils exportent le plus? Ce ne sont pas les armes. C'est leur culture, c'est Hollywood. Les revenus tirés de Hollywood aux États-Unis
sont supérieurs aux revenus de la vente des armes ou de toute autre industrie aux États-Unis. Et Hollywood, c'est quoi? C'est la culture. Les Américains vendent leur culture à travers le monde. Donc, nous pouvons utiliser notre culture pour atteindre l'essor économique, pour atteindre l'émergence économique. Et ça, c'est très, très important. Et j'aime vraiment cette citation de Mahatma Gandhi. J'aime bien une citation de Mahatma Gandhi que j'aime beaucoup. Il dit ceci: je laisserai souffler dans ma maison les vents de toutes les religions du monde. J'ouvrirai mes portes, j'ouvrirai les portes et fenêtres de ma maison et je laisserai les vents de toutes les religions souffler dans ma maison, mais je me laisserai emporter par aucun de ces vents. J'ouvrirai les portes et les fenêtres de ma maison et je laisserai souffler les vents de toutes les religions du monde, mais je me laisserai emporter par aucun de ces vents. Donc, bien que Mahatma Gandhi était un homme ouvert aux autres religions du monde, mais il est resté ferme à l'hindouisme. Et c'est ce que devra faire l'Africain pour un essor économique. Chaque année, qu'est-ce que la Mecque vous vend? La Mecque vous vend quoi? L'islam. Des milliards de dollars chaque année, des gens qui s'en vont à la Mecque. Des milliards de dollars chaque année. Les gens s'en vont au pèlerinage à la Mecque. Vous avez également Rome. Donc, les Africains, nous pouvons aussi capitaliser notre spiritualité. Afin d'atteindre l'essor économique. Et cela va commencer en mettant sur pied, en exhumant. Nous devons exhumer la philosophie traditionnelle et mettre cette philosophie-là à la portée de tous, l'enseigner. Car pour qu'il y ait des centres de connaissances, pour qu'il y ait des lieux d'enseignement, il faudrait qu'il y ait d'abord une philosophie. Parce que s'il n'y a pas de philosophie, nous n'allons pas bâtir des édifices. Parce que nous bâtissons des édifices parce que nous allons enseigner quelque chose. Donc c'est pourquoi il faut d'abord exhumer la philosophie traditionnelle. Non seulement ceci nous aidera les Africains à renouer avec leur spiritualité originale, et deuxièmement, ça sera un grand pas vers l'émergence économique. Donc, je vais conclure ce direct en revisitant Deutéronome, chapitre 32, verset 18. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Le rocher qui nous a fait naître, c'est encore le Touva. Et c'est ça le Dieu qui nous a engendré. Et nous l'avons abandonné. Alors, merci pour tous ceux qui ont suivi le direct. Alors, pour tous ceux qui viennent de se connecter, alors vous aurez la chance de suivre cette conférence-ci en différé. Alors, je vous souhaite un excellent dimanche et portez-vous bien.